Monsieur le Premier ministre. Tout va bien. Ouais, Je vais pas. Tu y vas? Il y a un moment ou un autre où il va falloir que j'y aille, Bien. y compris pour assurer un peu de SAV chez moi. Ouais. Tout va bien? Ça va? Oui, ça va. C'était bien? Ça peut te le dire. On se débriefe Je t'appelle. avec moi à l'oreille. Ouais. Cool. Sois prudent sur la route. Ouais, Et merci. Monsieur Philippe, quand vous visez les populistes de l'immigration, vous avez un nom en tête. Est-ce que vous rentrez en campagne contre Éric Zemmour? Bon, merci beaucoup. Profitez. Regardez. Vous voyez? C'est le Havre. C'est magnifique. Et on est content que vous soyez là. Sur Éric Zemmour. Sérieusement. Ça va? Monsieur Philippe, les questions. Attendez, excusez-moi. Ah, la feinte. Pardon. Hop. Excusez-moi. Salut. Ça va? Monsieur Philippe, qu'est-ce que vous pensez de la percée de Éric Zemmour dans les sondages? Alors donc, là vous voyez, c'est des constructions nouvelles. C'est une métaphore. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on construit. C'est pas ce qu'on commente. Il construit rien, Éric Zemmour. Allez, merci beaucoup. En métaphore filée, hein. Et qu'est-ce qu'il construit, Éric Zemmour? Sur Éric Zemmour, très sérieusement. Comment vous jugez cette percée? Je suis pas là pour parler de ça. Attention, Et on va s'arrête perdre. ici, s'il vous plaît, on s'arrête tous ici. Voilà les réactions d'Édouard Philippe. Voilà ce qu'a dit Édouard Philippe. Merci beaucoup, Paul. C'était très amusant et très intéressant. Juste un mot, Philippe Juvin. Alors, évidemment, vous êtes maire, les Républicains de la Garenne-Colombe, chef des urgences à l'hôpital Pompidou. On vous a beaucoup vu pendant la pandémie. On va en dire un mot, évidemment, ce soir. Mais aussi, vous êtes d'abord candidat à la primaire au Congrès pour la présidentielle. On va y revenir. Quand vous voyez Édouard Philippe, vous vous dites... Il est les Républicains, il est de droite ou il est de la majorité présidentielle? Il a lui-même dit. D'ailleurs, même Madame Loiseau, Nathalie Loiseau, la députée européenne, a dit, ouvrez les guillemets, dans votre reportage, il fait venir des voix. Oui. Fermez les guillemets. Donc l'opération d'Édouard Philippe est très claire. Il s'agit d'aider le président de la République à être réélu en attirant à lui des voix. Donc il est en mission. Mais du coup, vous dites à vos électeurs de chez les Républicains, attention, n'y allez pas, n'y allez pas. Ah, mais si vous voulez la réélection du président de la République actuelle, il faut aller voir M. Philippe, hein, c'est très bien. La question, c'est est-ce que vous êtes satisfait du bilan? Est-ce que vous trouvez qu'on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? C'est la question. Moi, je considère qu'on vit moins bien qu'il y a 5 ans, qu'il y a plus d'insécurité, que l'école est tombée, qu'il y a moins de médecins disponibles, bref, que ça va moins bien. Donc il faut une alternative. Ce soir, Xavier Bertrand a annoncé donc qu'il allait participer au Congrès et donc être parmi les candidats à vos côtés. Est-ce que vous avez été surpris par sa décision? Je crois que c'est une sage décision. Parce qu'on a appris ce soir, grâce à la décision de Xavier Bertrand, 2 choses. D'abord, nous allions avoir des débats entre nous et nous allions peut-être donner envie de droite. Je regarde ce qu'ont fait les écologistes. Sur ce plateau, sur notre chaîne, absolument. Autant je ne partageais pas nombre des propositions qu'il faisait, mais je trouvais intéressant le débat. D'une certaine manière, si Éric Zemmour attire, c'est aussi parce qu'il met sur la table des sujets. Nous, la droite, nous sommes depuis quelques mois perturbés essentiellement par la procédure. Là, nous allons enfin avoir des débats entre nous, nous allons faire des propositions aux Français. Et la primaire, c'est ça d'abord. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que le 4 décembre, il y aura un seul candidat. Moi, je l'ai toujours dit, 2 candidats de la droite et du centre au premier tour de l'élection présidentielle, c'était l'assurance de perdre. Là, nous avons l'assurance d'avoir un seul candidat. Donc, des débats sur notre chaîne, bien sûr, qui auront lieu, comme celui des écologistes qui s'est déroulé sur cette chaîne, sur la primaire des écologistes. On va écouter tout de suite Xavier Bertrand et sa justification. J'ai 2 certitudes. Divisé, on est sûr de perdre. Rassemblé, on peut gagner et je veux gagner. Je veux gagner pour le peuple de la droite et du centre, mais aussi pour l'ensemble des Français. Parce que j'ai la conviction que ce sont les solutions de la droite et du centre qui permettront de remettre notre pays sur pied. Quand même, quand je vous dis vous n'êtes pas surpris, c'est quand même l'inverse de ce qu'il a dit depuis des mois. Alors, moi, je ne suis pas là pour défendre ou... Enfin... Non, mais par exemple, vous lui avez parlé, vous en avez discuté, oui, vous avez essayé de le convaincre de venir, de rentrer dans le sûr. Congrès. Vous faites partie de ceux qui... De toute façon, depuis le début, je pense qu'il valait mieux une primaire ouverte que ce que nous allons avoir. Mais c'est mieux que rien, entre guillemets. Donc c'est bien, on va avoir des débats. Et depuis plusieurs semaines, je dis aux uns et aux autres, venez à ce grand débat parce que ça va nous permettre justement de mettre sur la table nos propositions et d'avoir un seul candidat. Donc moi, je suis très content. Vous lui avez parlé aujourd'hui? Vous lui avez parlé? Oui, récemment, je lui parle régulièrement. J'ai eu Michel Barnier aussi, Valérie Pécresse. Il faut bien comprendre le 4 décembre, nous aurons non seulement un candidat, mais nous aurons une équipe. C'est ça aussi, la stratégie des Républicains, c'est que nous ne voulons plus cette division qui nous ont tués. Il y aura un candidat et une équipe. Oui, mais enfin, quand Xavier Bertrand vient au vote du Congrès des Républicains,
Il en était sorti il y a longtemps. Il prend un risque d'être battu parce que peut-être il n'aura pas beaucoup de soutien, contrairement à d'autres candidats qui ont mobilisé des fédérations, qui sont restés à l'intérieur, non? Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais quitté les Républicains. Je suis toujours resté. Xavier a pris une décision il y a quelques années. D'ailleurs, il l'a expliqué, je crois. Oui. Sur votre chaîne tout à l'heure. C'était sur le report au deuxième tour contre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron. Donc il a pris une décision, il était fidèle à lui-même. Il fait aujourd'hui l'analyse que la droite ne gagnera pas si elle n'est pas unie. Il revient, il est donc logique avec lui-même. Et franchement, cette décision renforce considérablement le camp de la droite et du centre. Valérie Pécresse aussi dit ce soir, il nous faut un candidat unique, je veux l'unité, même si la date du 4 décembre paraît bien tardive à nos électeurs. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le 4 décembre, ça nous donne justement le temps d'avoir des débats entre nous. L'idée, ce n'est pas d'arriver devant les électeurs en disant voilà, c'est un casting. L'idée, moi je réfute l'idée du casting. En revanche, je suis favorable à ce qu'on parle de propositions. Par exemple, parlons de propositions. Moi je prends l'engagement qu'il n'y aura plus de déserts médicaux en France. Je dis à tous les maires MAI, RES des communes de France, qui tous m'en parlent, tous ont un problème de désert médical, que toutes leurs maisons médicales seront dotées de 2 médecins au minimum dès la première année. Comment je fais cette proposition? Je fais cette proposition en disant que tous les jeunes médecins généralistes qui sortent de la faculté de médecine devront faire 1 an obligatoire dans une maison de santé. Ça fait partie de propositions. Enfin, nous avons des propositions concrètes et nous n'en sommes plus à nous regarder le nombril en disant comment on va voter, qui va voter, etc. Ça, c'est fini. Bon, vous regrettez quand même que ce ne soit pas une primaire ouverte. Ça aurait été beaucoup plus... Enfin, ça aurait été plus flamboyant. Il y aurait plus d'adhésion, il y aurait plus de militants, il y aurait plus de... Enfin, je veux dire, plus d'électeurs. Ça a été décidé et on va faire avec. Et ça sera l'occasion de mettre des idées sur la table. Pourquoi? On va revenir à vos propositions. Mais d'abord, pourquoi certains disent que Michel Barnier pourrait être le candidat du compromis parce qu'il est soutenu par Laurent Wauquiez Non, mais Michel Barnier a une expérience internationale extrêmement intéressante. Il a été l'homme qui a négocié le Brexit. Et à ce titre, c'est vrai qu'il est un homme de très grande qualité. Il est un des 5 remet en candidats... question quand même pas mal de choses de l'Europe. Vous savez ce qui lui est reproché aujourd'hui, y compris la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, oui. Il a mis sur la table des propositions qui ont surpris un certain nombre. Mais ça fait partie du débat. Moi, je crois que l'Union européenne fonctionne parce que c'est d'abord une unité juridique, où il y a une stabilité de la règle juridique d'un bout à l'autre de ce qu'on appelle le marché unique. C'est ça qui crée la sécurité des affaires. Vous étiez député européen. J'ai été 10 ans député européen, j'ai aussi cette expérience européenne. Si je fabrique cette paire de lunettes en France, je peux la vendre au Danemark, en Finlande, en Pologne, pareillement, parce que la norme et la règle juridique est la même. Donc je crois qu'il faut faire extrêmement attention à la stabilité de la norme juridique en Europe. Ça bénéficie beaucoup à nos entrepreneurs. Donc déjà, vous dites à Michel Barnier, qui a été le représentant de l'Europe très longtemps, que attention, il ne faut pas toucher aux normes juridiques de l'Europe. Si, vous, le débat. C'est ça le débat. Je ne vais pas donner des leçons d'Europe à Michel Barnier, qui a été commissaire européen, pardon. Mais je vous dis quelle est ma position. Je pense qu'il y a des outils, une certaine fragilité qu'il faut toucher avec précaution. Et sinon, alors, quelles sont vos différences? Parce que c'est maintenant qu'on va mettre en évidence vos différences. Ce que ne voulait pas Xavier Bertrand, parce qu'il disait toujours qu'il ne fallait pas que les différences fassent de la division. Et... Moi, je crois en la vertu de la dispute intellectuelle. Je pense que ce qui est intéressant dans la politique, c'est de pouvoir mettre sur la table des idées qui ne sont pas forcément les idées de l'adversaire politique. Je n'ai aucun ennemi en politique. J'ai des adversaires éventuellement et j'ai des compagnons de débat, ce qui va se passer. Qu'est-ce qui fait ma différence? Moi, je crois par exemple à la nécessité absolue de renforcer le pouvoir des communes et des maires. Je crois que le pouvoir local, c'est un pouvoir local public. Ce sont des pouvoirs qui sont beaucoup plus proches des réalités, plus efficaces. Édouard Philippe aussi, vous avez entendu, il a dit beaucoup les maires. Vous savez, heureusement que nous avons des points communs les uns et les autres parmi tout le spectre du champ politique. Moi, je suis ensuite le candidat des services publics. Je crois que notre famille politique de la droite et du centre s'est beaucoup abîmée dans le passé en disant oui, on va réduire le nombre de fonctionnaires, etc. Moi, je ne crois pas à cela. Je crois au contraire, non pas qu'il faille augmenter le nombre de fonctionnaires, mais il faut moderniser les services publics. C'est une colonne vertébrale dans le pays. Et il faut faire en sorte qu'on ait plus de fonctionnaires au contact des Français. Vous voulez les faire sortir de leur bureau? Mais oui. Écoutez, vous savez qu'à l'hôpital public, dans la fonction publique hospitalière, je suis moi-même médecin hospitalier, il y a presque autant d'équivalents temps plein de médecins que d'équivalents temps plein d'administratifs.
On marche sur la tête, on est devenu fou, alors qu'il nous manque des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Donc je veux plus de gens sur le terrain, mais je ne veux pas être le père fouettard des services publics. L'école, vous êtes parente, vous savez que c'est une question fondamentale. 15% des enfants en 6e ne savent pas correctement lire. Valérie Pécresse fait un certain nombre de propositions dans le Figaro là-dessus. Une de mes propositions est la suivante. À la fin du CM1, oui. Nous faisons passer une évaluation identique sur tout le territoire national à toute la population, la même, j'insiste, et on regarde quels sont les enfants qui n'ont pas le niveau pour passer en 6e, un an avant. Et ceux qui n'ont pas le niveau, on les fait passer en CM2, ce qu'ils font aujourd'hui, mais à la différence d'aujourd'hui, nous les faisons passer dans des classes à 8 à 10 enfants, simplement. Et on les tire vers le haut, et on fait en sorte qu'en 6e, ils soient sauvés, parce que ne vous faites aucune illusion. Quand vous entrez en 6e, ne sachant pas lire et écrire correctement, c'est fichu. On ne vous rattrape jamais. Donc, ces sujets-là, eh bien, on va les mettre sur la table. Ce qui est compliqué en politique, c'est qu'il faut avoir des propositions, mais pas simplement un catalogue à la Prévert. Les propositions doivent entrer dans un projet de société. Et moi, mon projet de société, c'est un nouveau modèle de prospérité. Ça passe par le fait que chaque Français aura un médecin, puisse se soigner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça passe par le fait que chaque Français puisse compter sur l'école. Moi, ma grand-mère était une ouvrière très pauvre. Pourquoi suis-je médecin ? C'est parce qu'il y a eu l'école. Et l'école, aujourd'hui, elle ne remplit plus ce rôle d'ascenseur social. Je veux lui redonner. Alors, vous nous expliquerez dans les débats et dans les interviews qui vont commencer et être très, très intenses pendant les 2 mois qui viennent, comment vous financez, comment vous voyez l'avenir économique. Ça, ce sera le programme de nos débats et de nos interviews. J'ai hâte. Moi aussi, comme journaliste, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Un tout petit mot sur votre sujet aussi, qui est très important, c'est-à-dire l'épidémie. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il y a un risque de 5e vague, ou est-ce que vous êtes tranquille, alors même qu'il y a un toute petite reprise très, très, très faible la baisse s'est arrêtée, je dirais. Non, mais d'abord, je n'ai jamais fait de prédiction depuis 1 an et demi, donc je ne vais pas commencer ce soir. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a quelques sujets qui ne sont pas réglés. Le premier sujet, c'est que effectivement, il va falloir probablement une 3e dose parce que l'immunité s'épuise. Pour tous, vous voulez dire ? Probablement. Une 3e dose pour tous ? Probablement, oui, parce que l'immunité s'épuise entre 6 et 9 mois selon les populations. Il faut qu'on soit capable de faire cette vaccination. Deuxièmement, il y a l'Afrique qui n'est pas vaccinée. Tant que l'Afrique n'est pas vaccinée, il y a un risque d'émergence de variants. Troisièmement, nos hôpitaux ont aujourd'hui beaucoup de lits fermés parce que les soignants sont fatigués, sont crevés, pour le dire un peu vulgairement. Et donc là, j'ai une certaine inquiétude parce que l'hiver arrive avec son lot d'épidémies habituelles. Et puis, quatrièmement, il y a tout un tas de maladies qu'on a maltraitées depuis 1 an et demi, le cancer, les maladies psychiatriques, par exemple. Il y a une épidémie de dépression. Je crois qu'il y a un papier qui vient de sortir dans le Lancet qui montre qu'il y a 53 millions de cas de dépression dans le monde, en plus de la situation actuelle. Et donc, toutes ces maladies qu'on n'a pas bien su traiter parce qu'on était pris par autre chose, eh bien, il va falloir aller les chercher. C'est valable dans tous les pays du monde, il n'y a pas que la France, mais en France particulièrement. Typiquement, la question de la santé mentale sera un sujet. Essayez de trouver un psychiatre aujourd'hui. Pire, essayez de trouver un psychiatre pour enfants. Vous verrez, c'est extrêmement difficile et ça, c'est un de mes sujets de préoccupation majeurs. Il y a une étude d'un groupement d'intérêt scientifique associant l'assurance maladie et l'agence du médicament qui montre que, donc sur 22 millions de Français, qui montre que le vaccin est efficace à 90%. 11 millions de personnes de plus de 50 ans vaccinées et 11 millions de non-vaccinés. Oui. L'étude est très approfondie. Elle est vraiment sur un échantillon réel et majeur. Qu'est-ce qui fait qu'il nous reste encore des soignants et des Français qui ne sont pas vaccinés ? Il y a plusieurs choses. D'abord, des soignants, il y en a relativement peu. Dans mon service, par exemple, vous avez suspendu la totalité des médecins sont vaccinés, la totalité des infirmières sont vaccinées. Il y a 3 ou 4 ou 5 aides-soignantes qui ne le sont pas. Donc, c'est une proportion très faible. Je veux vraiment le dire parce qu'on raconte beaucoup de n'importe quoi. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a certains Français qui ne sont pas encore vaccinés, avec une faiblesse dans 2 classes d'âge, les 12-17 ans. Il faut probablement mettre un peu l'accent sur les 12-17 ans. C'est un réservoir à virus important. Ils ont une grande vie sociale, ces enfants. Et puis, les très âgés. On est moins bon en France sur les très âgés qu'ailleurs. Il y a peut-être une raison qui est liée au fait qu'en France, on n'est probablement pas allé assez faire le vaccin à domicile, chez les gens. Ça nous manque et je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on mette sur la table. Donc, 3e dose pour tous, sans doute, dites-vous. Oui. Et puis, dans votre programme, un médecin
hein, si j'ai bien compris. Un médecin, il faut que chaque Français puisse avoir un médecin. Aujourd'hui, on sait qu'avoir un généraliste, c'est très compliqué quand vous n'en avez pas, pour en trouver un. Et avoir un spécialiste, c'est encore plus compliqué. Je ne parle même pas de certains spécialistes comme les ophtalmos et les psychiatres. Je crois que... Enfin, moi, ma proposition est que dans chaque maison médicale de France, c'est simple, il y a 2 fois plus de généralistes qui sortent tous les ans de l'école de médecine que de maisons médicales. Eh bien, ils feront 1 an supplémentaire d'études. À la fin de leur internat, ils seront docteurs, dits docteurs juniors déjà thésés. Eh bien, on les affectera durant 1 an dans les maisons médicales. Et ainsi, je couvrirai le territoire national. Il n'y aura plus de désert médical, de déserts médicaux pluriel ou désert médical dans les maisons médicales en France. Merci beaucoup Philippe Juvin, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Voilà, le débat a commencé, les propositions ont commencé. C'est intéressant, c'est lié à cette décision de Xavier Bertrand de rentrer dans le Congrès et du coup de lancer finalement le processus de sélection de ce candidat de la famille Les Républicains.